Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier et c'est notre nouveau rendez-vous de Business sans filtre et nous recevons aujourd'hui avec Lisa Dimitri Niosambotou qui est donc le PDG de Yanola et qui va nous parler aujourd'hui de l'IA, comment passer en fait de l'idée à l'outil, du besoin à l'outil. Mais il va se présenter lui-même. Dimitri, dis-nous qui tu es, que fais-tu, où es-tu, on veut tout savoir. Alors, bonjour, Dimitri Nioso-Brantouche, donc je suis CEO de l'agence Yanola, qui est une agence conseil et organisme de formation. Donc, conseil sur la partie plus numérique. Donc, on accompagne les entreprises à mettre en place le numérique au sein de leur activité. Et puis, sur la partie organisme de formation, ben, on est formateur. Là, effectivement, on va intervenir beaucoup sur la transformation du poste de travail, voilà, globalement. Et on est basé sur Limoges. Voilà. Quelle belle ville. Merci Dimitri. Lisa, rappelle-nous qui es-tu? Que Oui, eh bien, je suis Lisa Genrock-Lhomme. Je suis fondatrice de Conative, qui est une agence social média. Donc, on accompagne nos clients sur la prise de parole sur les réseaux sociaux. On s'occupe de toute la partie création de contenu dont on a besoin pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, donc des photos, vidéos, voilà, jusqu'à l'orchestration et la mise en ligne de tous ces contenus pour la prise de parole de nos clients. Donc, voilà ce qu'on fait. Et toi, Valérie, peux-tu te représenter également? Avec plaisir. Donc Valérie Moreau, je suis coach et formatrice commerciale. Donc j'accompagne mes clients tant pour des coachings individuels, pour des solopreneurs ou pour des entrepreneurs de plus grandes entreprises qui ont envie de faire un peu le point sur leur stratégie et des formations commerciales plus classiques en entreprise. Et je fais également de l'animation d'équipes commerciales. Voilà, sur Limoges, toute la France et bientôt le monde entier. Bien évidemment, il faut être On te le ambitieux. souhaite, Valérie, on te le On est souhaite. à fond, c'est 2026. Le mot de Valérie, c'est ambition en 2020. Ouais. 2026, on y va, quoi. Donc, aujourd'hui, on va essayer de casser les fantasmes en fait sur l'IA. Je pense qu'on a commencé à en parler un petit peu en off tout à l'heure avec Dimitri. On avait fait un premier rendez-vous avec Lisa sur l'IA, mais c'était un peu voilà notre usage, notre façon de travailler avec, et on avait envie d'avoir l'œil d'un expert sur le sujet. Donc, Dimitri, quand on te présente comme expert IA, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi et dans ton quotidien? Alors, déjà, je ne sais pas si je vais vraiment me présenter comme expert, parce que je trouve que la notion d'expert, c'est un mot qui est un peu galvaudé, je pense. Oui. Moi, je ne me considère pas comme expert, surtout sur un sujet comme l'IA, c'est vraiment difficile de dire qu'on est expert. Je dirais plutôt utilisateur averti. Voilà, plutôt. Parce que expert, ça veut dire que je maîtrise tout et que l'IA qui va sortir dans une minute, là, parce que comme ça sort tous les jours, ça veut dire que je le maîtrise aussi, que je suis en capacité de le présenter. C'est pas tout à fait ça, en fait. Je serais plutôt un utilisateur averti. Donc, utilisateur averti, ça veut plutôt dire que je vais m'intéresser, mais de façon un peu plus approfondie, sur finalement le fonctionnement de l'IA, le fonctionnement avant même son utilisation, le fonctionnement pour comprendre finalement ce que je peux en faire au quotidien et comment finalement je peux le diffuser, comment je peux aussi apporter finalement par rapport à mon activité, comment je peux apporter finalement l'IA et le mettre en place au sein de mes clients, au sein de mes partenaires. Voilà, ça va être à peu près ça. C'est le côté que je maîtrise un peu plus parce que je passe beaucoup de temps à utiliser les différents types d'IA qui existent sur le marché. Voilà, globalement, c'est comme ça que je vais me définir, plutôt que de me définir comme un expert. Ok. Et du coup, c'est ton métier auprès de tes clients en ce qui concerne l'IA, ça va être quoi? Un traducteur de besoins en solution IA? Comment tu expliquerais un peu ton rôle et ton... J'aime bien la notion de traducteur de besoin, je dirais consultant, parce que c'est ce que je fais depuis maintenant presque 20 ans aujourd'hui. Je suis consultant par mon métier. Donc, effectivement, consultant, ça veut dire quoi? Ben, je vais chez le client, je comprends à peu près, je discute avec lui, je comprends ce qu'il veut faire. Et en fonction et là, on traduit le besoin et là, on fabrique quelque chose qui doit répondre finalement aux besoins du client. Donc, voilà, pour rester sur quelque chose que les gens comprennent, je dirais consultant. D'accord, ok. Et Est-ce ça que, veut dire... Bah, vas-y, Lisa, pardon. du coup, est-ce que tu as une casquette un peu de développeur en plus de ce consultant ou justement pas du tout, par exemple? Non, je vais rester consultant. Après, développer, c'est aussi c'est un métier à part entière, hein, quelque part.
Mais de toute façon, quand on est consultant, on propose des solutions. Donc la solution, ça va amener soit à développer une solution qui sera développée, mise en place, soit finalement, c'est juste des réponses à des questions. Ça peut être que ça. Ou Ouais. finalement, c'est utiliser ce qui existe déjà et donc je n'ai pas besoin de développer une solution. Donc j'aime bien la notion de consultant parce qu'elle est beaucoup plus large, quelque part, que la notion de développeur où là, effectivement, je viens de développer, je mets en place. Quoi. Mmh. Vraiment, je prends plus ce recul-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça te met vraiment sur quelque chose de, tu viens comprendre le besoin, les problématiques, alors que enfin voilà, tu es vraiment sur, quelque chose de très macro, pour, le client, en fait. C'est exactement ça. Mmh. Du coup, est-ce qu'on peut dire que, il y a ton client qui va te faire part un peu de la difficulté ou d'un point sur lequel il aimerait un peu accélérer, ou minimiser le temps passé? Tu vas faire quoi? Tu vas t'appuyer sur un catalogue de solutions qui existent déjà? Ou est-ce que tu vas, créer quelque chose, une solution qui correspondra pile poil aux besoins de ton client? Alors, je ne m'appuie jamais sur un catalogue de solutions qui existe déjà, parce que ça, c'est la pire des choses, quelque part. Ouais. Je vais déjà essayer, je pense que déjà l'idée, c'est de comprendre ce qu'il veut faire. Et au final, c'est de proposer une solution qui s'adapte aux besoins. Parce qu'en fait, si je prenais une solution, un catalogue de solutions qui existe déjà, je dirais, OK, ben, pour répondre à ça, prenez, je dis n'importe quoi, ChatGPT. Alors là, c'est énorme, parce qu'avec ChatGPT, je vais pouvoir faire du texte, je vais pouvoir faire de l'image, je vais pouvoir faire de la vidéo, je vais faire plein de choses. Alors qu'au départ, lui, ce qu'il veut, c'est peut-être rédiger du courrier. OK? Donc là, pour le coup, je n'ai pas besoin d'aller prendre une solution, je vais vraiment essayer de comprendre ce qu'il veut faire. Et en fonction de ce qu'il veut faire, bah, derrière, on trouvera une solution. Ça sera une solution qui sera une solution adaptée aux besoins. C'est bien ça l'idée. Hein. Ouais. Ouais, absolument. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de fantasmes par rapport à l'IA? Est-ce que les gens s'imaginent que tu vas leur faire un truc de dingue? Non, je dirais pas ça en fait. Alors, si, il y a des fantasmes, mais c'est pas à ce niveau-là, pas avec mes clients. Je pense que les personnes que je rencontre, ils sont plutôt inquiets, ils posent plutôt plein de questions, ils savent pas trop en fait. C'est toujours, alors c'est rigolo, je sens le vide quand on parle de l'IA. Alors pourtant c'est plein l'IA, c'est plein de choses. Tout le monde maîtrise à peu près l'IA, tout le monde sait faire un prompt, obtenir un résultat, mais dès qu'on commence à aborder l'IA dans la sphère un peu plus professionnelle, on sent une espèce de vide. Ils se disent, OK, alors, toi, tu fais l'IA, ce serait bien que tu nous expliques un tout petit peu comment ça marche. Alors qu'ils l'utilisent déjà. Donc, c'est vraiment, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin qu'il y ait une vraie discussion autour de l'IA plutôt que finalement, OK, bah, on a un catalogue tout fait ou on a tout donné entre les mains. Mais c'est important ce que tu dis parce que je pense que dans la majorité des têtes, il y a quand même un aspect un peu magique. On utilise l'IA comme une super assistante, même si c'est comme ça. On lui pose des questions, on a des réponses. Elle nous rédige un truc, on se dit waouh, c'est top. Donc il y a quand même ce côté un peu baguette magique qui est Oui, activé. Euh, et du coup, on ne connaît pas forcément les oui. limites. Je pense que ça, c'est important aussi que tu puisses nous cadrer un peu justement l'utilisation qu'on peut faire de tout ça et ce qu'il y a derrière. Tu commences à nous le dire tout à l'heure en off, mais je pense que ça peut concerner pas mal de personnes qui nous écoutent. Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Ce qui est rigolo, tu vois, la dernière fois, je discutais avec un collègue qui est directeur dans un organisme, et il me disait, public, et donc il me disait, ce serait bien, alors je précise public, parce qu'il y a vraiment aussi un besoin dans la sphère Oui. publique, bien évidemment, et donc on discutait de l'IA, et donc le fantasme de on peut faire plein de choses, et au final, je sentais quand même qu'il y avait ce vide-là, et à force de discuter avec lui, il s'est dit, est-ce que tu pourrais pas venir faire une intervention, sensibilisation auprès de tous mes directeurs, euh, pour qu'on comprenne à peu près ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, il y a le fantasme, il y a la réalité, et il y Ouais. a ce qu'on peut réellement en faire. Et Oui. c'est deux choses différentes complètement. Ce que je peux réellement faire entre le fantasme et finalement ce que je mets en place. Ouais. Et c'est là où c'est important de bien sensibiliser, de bien éduquer les gens finalement à l'utilisation de l'IA. Ouais. Et du coup, tu leur dirais quoi? Si en quelques phrases, tu leur dirais quoi? Déjà, ne serait-ce que qu'est-ce qu'il y a derrière? L'IA, c'est pas Harry Potter qui est de l'autre côté de l'écran, quoi. On est entièrement d'accord. Ouais. Moi, je dirais que c'est pas magique. Non. Voilà. C'est quoi alors du coup? Alors, parce que l'erreur que les gens font, en fait, c'est, et là, c'est sur un truc qui m'énerve autour de l'IA, c'est que on voit tellement de choses maintenant Ouais. sur Internet, sur le web, fait avec l'IA, on a l'impression qu'on peut tout faire.
que y a le champ des possibles devient infini avec l'IA. Je dis pas que c'est pas vrai, hein, on peut faire plein de choses avec l'IA, hein, là-dessus, on est entièrement d'accord. Mais au final, moi, comment je fais pour les rassurer, c'est de dire, OK, vous allez utiliser l'IA, mais déjà, c'est quoi votre besoin? Vous avez besoin de quoi, finalement? Et en fonction de ce dont vous avez besoin, ben, on mettra en place la solution de l'IA qui correspond bien. Donc, ne pensez pas aller faire tout et n'importe quoi parce qu'en fait, vous allez vous perdre, au final. C'est ça que je dis. C'est que vous allez facilement vous perdre parce que vous voyez tellement de choses et vous pensez que vous pouvez faire tout ce que fait l'IA aujourd'hui, alors qu'au au départ, votre besoin, il est plutôt très simple. Il est simple. Ouais. C'est ça, il faut ramener les choses aux besoins, en fait. Ouais. C'est un peu comme Internet au départ, il y a 30 ans, quoi, de se dire, ou 25 ans, c'est de se dire, on avait l'impression que tout était possible, que tout était à disposition, que c'était une espèce de truc énorme et infini. Et puis finalement, vous pouvez y passer des heures, des jours pour rien. Exactement. Et, ce qu'il faut, enfin, je vais rajouter par rapport à ce que je dis, et ce qu'il faut absolument faire au départ, et tu as raison, c'est comme Internet, c'est comprendre l'IA. Ouais. Ça, les gens, ils ne se posent même pas la question de comprendre comment ça marche, ce qu'il y a derrière, quels sont le mécanisme fonctionnel même de l'IA, ou le mécanisme technique, ça aussi c'est un élément très important, j'aimerais bien qu'on en parle, les éléments techniques. Et justement, nous aussi, on aimerait que tu nous dises. Voilà, les éléments techniques derrière, et plutôt comprendre, une fois qu'on a compris ça, finalement, on se dit, bah oui, en fait, ça pourrait répondre à tel besoin, telle solution, ça pourrait apporter telle solution, plutôt que d'imaginer le fantasme de la baguette magique Harry Potter, où on pourrait répondre à toutes les solutions. Baguette magique, et je pense que c'est hyper intéressant qu'on aille plus loin justement sur ce côté technique, parce qu'il y a baguette magique, oui, mais il y a aussi ce côté un peu où parfois ça va être de dire ça va nous enlever notre forme d'intelligence. Enfin, ça va nous enlever on va plus réfléchir, on va donner notre intelligence à l'IA. Alors que, en fait, ça amène, c'est un moyen, j'ai l'impression, de réfléchir autrement, de structurer les choses autrement, mais tout ça en tant qu'humain aux manettes, en fait. Oui. Mais du coup, c'est justement en comprenant ce qu'il y a derrière qu'on peut adapter, nous, en tant qu'humains, comment est-ce qu'on utilise petit à petit l'IA et les différents outils. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord. Ce qu'on nous a vendu, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est qu'en fait, on a présenté l'IA pour qu'il réponde, qu'il parle comme un humain. Voilà, ça c'est comme ça que ça a été présenté, c'est comme ça que ça a été vendu. Et c'est vrai que quand on lui tape un prompt, et la réponse qu'il nous apporte, c'est assez bluffant. On dit waouh, c'est hyper intelligent. Donc finalement, on va rester là-dessus, on va passer son temps à travailler là-dessus. Donc là, il y a aussi un autre risque, c'est qu'à un moment donné, les générations futures réfléchissent un peu moins finalement parce qu'elles passent tout leur temps à passer sur l'IA. Elles n'ont pas compris le mécanisme. Si on prend finalement le fonctionnement de l'IA pour dire ça en quelques phrases, au final, en quelques phrases, c'est un moteur derrière, une intelligence, un algorithme, qui va se baser sur une quantité de données. Donc, c'est des serveurs, on a des données. OK. Lui, son objectif, c'est de faire quoi? C'est finalement apprendre les données. Il a la donnée, il apprend finalement les données, il analyse et il prédit le résultat. Il ne réfléchit pas plus que ça, en fait. Il a une quantité, une masse de données. J'apprends de ce qu'il y a dans la donnée. Donc, je sais que Paris et France sont rattachés ensemble dans la masse de mes données, finalement. Quand on me pose une question, quelle est la capitale de la France? Et là, il analyse, il dit, en fait, je me rends compte que j'ai des connexions Paris et France qui se connectent. Et finalement, ce que je vais dire, je vais prédire une réponse. Je vais dire, la capitale de la France, c'est Paris. Voilà ce qu'il fait. Et est-ce que par contre, s'il y a des informations erronées, on a vu le cas, je crois, sur une étude qui avait été faite dans une classe de primaire à demander, je ne sais plus, la date de naissance de je ne sais plus quel auteur. En fait, il s'était planté. Parce que du coup, si dans la masse d'informations qu'elle a dû apprendre, il y a des erreurs, elle va recracher. C'est le risque. Elle va recracher l'erreur. C'est le principe des biais, effectivement, parce qu'en fait, derrière le LLM, hein, c'est bien ça le principe. Le LLM, c'est le langage derrière, finalement, qui permet de faire travailler l'IA. Mais en fonction des données que je vais lui passer, mais en fait, il va me sortir des informations complètement biaisées. Et c'est exactement ça. Donc, on a différents LLM. Chaque IA aujourd'hui a son LLM. Hein. J'ai ChatGPT, c'est O3, Gemini, c'est Gemini, Mistral, c'est Mistral. Et en fonction de ce que je vais passer dans le LLM de Mistral ou celui de ChatGPT, ben, je sortirai les informations.
Il y en a un qui a réussi le coup, alors c'est Elon Musk avec Grok, parce que lui, il a son LLM à lui, il s'est débrouillé pour il soit complètement différent des autres. Donc, il arrive, lui, à avoir des positions un peu plus à la Elon Musk, bien évidemment. Ouais. Voilà, avoir des positions un peu plus fortes, avoir un langage un peu plus. Et donc là, effectivement, on voit bien la différence. Ça répond bien à ce que tu dis, ça présente bien illustre bien ce que tu dis, Valérie. C'est qu'en fonction de ce que je lui passe comme information, mais potentiellement, je vais avoir des résultats biaisés. Ouais. Mm. Est-ce que du coup, ça veut dire, alors, tu parlais de l'exemple d'Elon Musk, je te laisse parler après Lisa, tu vois, ça y est, je suis à fond, je suis à fond. Est-ce qu'en fonction si tu poses la même question à Gemini, à Claudia ou à ChatGPT, est-ce que tu vas avoir sensiblement la même réponse ou pas? Parce qu'ils ne travaillent pas à partir des mêmes serveurs, ils ne travaillent pas à partir des mêmes données? Alors, tu vois, tu n'auras pas forcément les mêmes réponses. On le fait aujourd'hui. Moi, je le fais. J'utilise Gemini, ChatGPT, Claude. Alors, à peu près dans les contenus, c'est à peu près la même chose parce qu'au final, c'est la masse de données commune à peu près à tout le monde. Après, derrière, en fonction de comment il a été entraîné à manipuler la donnée, parce que c'est surtout ça, comment il a été entraîné à apprendre de la donnée. Ouais, parce que j'ai la donnée, après, il faut que j'apprends et j'apprends à analyser et j'apprends à prédire. Et donc, en fait, chaque moteur va avoir son comportement. Sinon, ça n'aurait pas de sens finalement Ouais. si c'était tous pareil. Et donc, on verra, par exemple, si je prends un exemple concret sur ChatGPT, je vais lui passer une information. Il va nous sortir, le même prompt, il va me sortir 1500 mots. Je passe le même prompt sur Gemini, il m'en sort 3000. Parce que Gemini, il est plus bavard. Il est plus bavard que ChatGPT. Je vais le passer sur Claude, il va m'en sortir 500. Lui, il va être beaucoup plus concis. Et par contre, dans l'essence on regarde bien le contenu, c'est à peu près la même chose derrière. Ils arrivent à sortir à peu près le même contenu parce qu'au final, les données, c'est les données qu'on trouve et ils se basent sur Wikipédia, sur l'INSEE, enfin, sur plein de données, au final, qui permettent de répondre aux questions formulées à travers nos prompts. Et hyper intéressant d'avoir justement cette différence et d'avoir ton retour sur justement différentes IA qu'on connaît de nom. Et moi, j'ai une question par rapport, est-ce que tes clients, quand ils viennent te voir, ils ont une appréhension sur de parler de leur entreprise, de donner des infos de leur entreprise? Est-ce qu'ils se disent, bah, en fait, on veut pas, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a cette peur au niveau des clients? En fait, on a deux catégories. Mais comme tout le monde, en fait. Il y a ceux qui se disent, bah, de toute façon, les données, ils les ont déjà, donc je ne me pose pas trop de questions, j'y vais. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles à la question de la confidentialité, donc qui disent, bah oui, je vais quand même rentrer des données personnelles. Derrière, il y a quoi? Mais en fait, c'est vraiment ceux qui sont sensibilisés aux questions de confidentialité. Ouais. Il y en a très peu, malheureusement. Ouais. Souvent, on se dit, OK, on y va, on peut mettre de l'information comme on veut, et puis derrière. Après, ça, c'est notre métier en tant que consultant. C'est pour ça que j'aime cette notion de consultant. En tant que consultant, c'est de rappeler aussi que, attention, il y a des données potentiellement qui peuvent être sensibles, ou si vous donnez les données, c'est en connaissance de cause. Exactement. Voilà. Il faut savoir que la donnée, une fois qu'elle est passée dans un prompt, quand on est sur des LLM privés, parce qu'en fait, il y en a deux catégories de LLM, hein, de type, il y a les privés et les open source. Ce qu'on utilise généralement, c'est ce qui est privé, finalement, qui appartient aux grands groupes, hein, ChatGPT, Gemini, Claude et autres. Ben, en fait, on donne de l'information. Ça, il faut le savoir. Quand on est sur un open source, ça veut dire qu'on l'a installé nous-mêmes et l'information, elle est stockée chez nous, quelque part. Donc, mais ça aussi, c'est notre métier de finalement de sensibiliser, d'expliquer que, attention, il y a des données plus ou moins sensibles, que dans tous les cas, ben, ça sera absorbé et Ouais. retiré. Mais Est-ce justement, que le fait de cocher justement dans les paramètres de départ, que ce soit sur chat ou sur d'autres IA, est-ce que ça limite la casse ou pas du tout? La donnée, elle part quand même. Hein. Alors, la fameuse coche, c'est est-ce que j'autorise ChatGPT à réutiliser mes informations? Alors là, franchement, c'est la boîte noire. Normalement, ils ne sont pas censés la réutiliser, mais ça reste une boîte noire. Okay? Parce que je ne sais pas comment ce système pourrait fonctionner si finalement il ne collecte pas l'information. En fait, il devient de plus en plus intelligent. S'il devient intelligent, c'est que forcément, il collecte de l'information. Il arrive à répondre comme un humain parce que forcément, il collecte de l'information. Si tout le monde cochait la case, la fameuse case, je ne veux pas que mes données soient réutilisées, OK.
probablement, peut-être éthiquement, ils ne l'utilisent pas, mais ça veut dire qu'on a une IA qui, à un moment donné, va n'avance stagner. plus. Ah ouais. Voilà. Ça évolue plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part d'information? Ça, je ne saurais pas répondre, parce que c'est dans le secret, finalement, de l'utilisation de chaque entreprise derrière. Mais voilà, j'aurais tendance à dire que l'information, elle est quand même stockée sur un serveur, dans tous les cas. J'ai une autre question qui paraît un peu naïve, mais c'est mon jeune âge qui veut ça, j'ai encore un peu de naïveté. On est tous un peu naïfs. Hein, on est tous encore un peu naïfs. En gros, c'est quoi la limite? On va aller jusqu'où? Aujourd'hui, toi, ta vision de tout ça, c'est de se dire, parce que j'ai l'impression que on intègre ça dans nos vies à une vitesse incroyable, quelles que soient les générations, puisque on est à preuve aujourd'hui, que maintenant ça fait partie de notre quotidien professionnel. On va aller où? On va aller jusqu'où, en fait? Parce que, comme tu l'as dit, ça se nourrit de l'intelligence, de tout ce qui est effectivement mis dedans. C'est quoi la limite? C'est une bonne question. C'est aussi un peu ma crainte. Tu vois, je regardais hier, c'était une intervention d'une amie sur les réseaux, qui effectivement posait la question, qui disait, en fait, alors, je prends ces mots, hein, je suis dégoûté, c'est exactement ce qu'elle disait, de l'utilisation finalement que les gens font de l'intelligence artificielle, parce qu'on a l'impression que maintenant, il n'y a plus, enfin, on fait tout et n'importe quoi, en fait. On se pose plus la question. On y va. On se pose pas la question, on y va. Si on a besoin de créer une vidéo, on crée une vidéo. Si on a besoin de faire un texte, on fait un texte. On y va, sans se poser vraiment, finalement, les bonnes questions et la limite d'utilisation. C'est quoi la limite? Ben, la limite, c'est celle que l'humain va se donner demain. C'est ça, en fait, je pense. Et c'est là où c'est important. Moi, j'ai une casquette que je fais, mais parce que j'aime bien faire ça, c'est intervenir auprès d'une association qui accompagne les jeunes entrepreneurs, les mini-S, mini-M, où là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer à la jeune génération l'utilisation de l'IA. Comment utiliser l'IA? Leur expliquer que chaque prompt que je vais passer lorsque je vais générer une image, c'est l'équivalent de je vais aux toilettes, je tire la chasse d'eau. Voilà la consommation qu'on fait réellement quand on génère une image à travers un prompt ChatGPT ou un autre, peu importe, c'était que ChatGPT. Donc en fait, on a l'impression qu'on n'a plus de limites et qu'on peut tout se permettre. Alors maintenant, il faut sensibiliser les gens finalement à l'utilisation pour qu'il y ait une utilisation raisonnée et intelligente de l'intelligence artificielle. La limite, c'est celle que nous allons nous poser. Et là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on est vraiment parti pour ne pas se poser la limite. C'est malheureusement. Oui. Alors, je dis ça, je suis peut-être un peu mal placé parce que moi, je l'utilise beaucoup. Alors, le côté expert, c'est pour ça que je ne suis pas expert, mais je suis utilisateur aguerri. Donc, il m'arrive d'utiliser l'IA un peu comme tout le monde pour voir à peu près finalement les résultats, mais c'est surtout pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et aussi pour former les gens à dire, n'allez pas à ça, ça ne sert à rien. Enfin, quelque part, il est où l'intérêt finalement de générer une personne à 3 têtes? Non, mais il faut vraiment se poser la question, c'est où l'intérêt? Et il y a un truc qui m'exaspère, moi, aujourd'hui, c'est quand j'ouvre le web, mon téléphone portable, tout ce que je vois comme contenu, c'est une aberration. Ouais. C'est une aberration. Ouais. Donc, il faut former les gens. Et la limite, c'est nous. Ça sera à nous de poser la limite. Oui, c'est de poser un cadre. Poser un cadre, exactement. En fait, c'est parti, mais c'est parti à une vitesse incroyable et sans cadre. Donc, du coup, tout le monde fait la compréhension et la sensibilisation même, justement, à la consommation d'eau, etc. Tout le monde l'a pas. Non. Tout le monde l'a pas. Les gens ne comprennent pas en fait ce qui se passe derrière à chaque fois qu'on utilise une IA. Et le problème, c'est que, alors, si on devait poser une limite, la limite, c'est l'humain, mais c'est aussi, à un moment donné, il faudrait que les entreprises se posent aussi des questions, finalement. Ces entreprises qui poussent l'IA au maximum de son maximum, à un moment donné, ça sera, elles aussi, d'éduquer, finalement, pour expliquer, former les gens à travers tout ça. Et après, il faudra un cadre législatif, et là, c'est plus compliqué. On rentre dans un contexte. Ouais. Mais est-ce que du coup, ça ne pourrait pas être une prestation nouvelle et qui paraîtrait tellement logique aussi, qu'il y ait des formations dans toutes les entreprises, que les dirigeants puissent dire, voilà l'utilisation de l'IA que vous pouvez faire dans le cadre de vos activités professionnelles, qu'on vous autorise, nous, dans le cadre de l'entreprise, à faire. Voilà les informations que vous pouvez mettre dans l'IA et voilà ce qui est interdit de mettre dans l'IA.
Et ça me paraît être la base, en fait, parce qu'il y a des gens on parlait tout à l'heure de stagiaires, on parlait de plein de choses. Finalement, il y a beaucoup de gens qui ont accès à des informations qui peuvent être sensibles Oui. et qui sortent de l'entreprise en un claquement de doigts, quoi. Oui, oui, mais on est entièrement d'accord, mais c'est exactement le sens de l'intervention de mon copain, là, qui est directeur, qui me dit, ça serait bien, finalement, de sensibiliser mes Et oui, sous-directeurs, parce qu'au final, il y a vraiment un sujet. Il y a un vrai oui, sujet d'expliquer aux gens ce qu'il y a derrière, de bien oui, comprendre. Attention, on est parti dans une forme de dérive, et oui, qu'en plus, comme tu dis, dans une entreprise, tout le monde va accéder à une IA. oui, Donc, tout le monde a accès aux données de l'entreprise, tout le monde a oui, accès à une IA en un clic. Et donc, qu'est-ce que finalement, je ne vais pas injecter dans une IA concernant finalement les données sensibles de l'entreprise? Donc, il y a de la sensibilisation à faire, un vrai sujet de sensibilisation. oui, Après, il faut que les gens ils prennent conscience qu'il faut sensibiliser. Mais le problème, il est là encore, hein, c'est ce que je disais, les gens, ils se posent des questions, c'est tellement oui, magique qu'en fait, on se dit, oui, jusqu'où je vais, est-ce que je peux me le faire, est-ce que je peux le faire, est-ce que je dois me sensibiliser? Non. Nous, une des missions que moi je me donne, hein, c'est quand on fait ces interventions dans les lycées pour expliquer aux jeunes, je pense que c'est déjà sensibiliser. Quand on forme, nous, chez Yanola, parce qu'on a 3 formations, quand on forme autour de l'IA, quand les gens viennent me voir, je dis, mais ce serait bien, avant de faire la formation agent IA, de commencer par la formation compréhension de l'IA. Ben oui. Déjà ça, en fait, à la base. Parce que Ouais. les gens, ils veulent tout faire, l'agent qui va tout automatiser. Mais je serais OK. On va passer d'abord peut-être une demi-journée à parler de l'IA, comment ça fonctionne, et sensibiliser sur le fonctionnement, que tu comprennes qu'on ne va pas mettre des agents ou des orchestrateurs d'agents ou des agents d'agents, parce que ça devient. Maintenant, on parle même d'industrie d'agents. Je dis, OK, c'est génial, ça marche super bien, mais à un moment donné, il faut vraiment se poser la question Mm. de l'intérêt. Complètement. Et du coup, c'est parfait que tu parles d'agent IA, parce que je trouve que c'est ce dont on entend parler à tire-larigot partout sur Internet depuis fin 2025, là, vraiment plus, on va dire, sur construisez votre agent IA, remplacez 5 salariés par 5 agents IA. Enfin, vraiment, il y a des choses comme ça qui apparaissent dans les fils d'actualité. Et comme tu dis déjà, je trouve que c'est hyper important de comprendre l'IA avant de parler d'agent, quoi que ce soit. Mais du coup, comment est-ce que toi, tu pourrais, tu vois, quelqu'un qui utilise un peu l'IA, comment tu expliquerais ces fameux agents IA? Pourquoi les gens sont attirés par enfin, tu vois, pourquoi il y a ce phénomène? Comment tu pourrais l'expliquer? Alors, il y a le phénomène parce que je pense que l'IA est vendeur. Déjà. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, il faut trouver le mot-clé qui permet de vendre. Si je continue, au début, avec ChatGPT, tout le monde a vendu avec ChatGPT. Maintenant, on parle d'agent, tout le monde va vendre avec l'agent. On va parler d'un agent, on va faire des agents. Alors, l'agent, c'est simple. En quelques mots, c'est un ensemble d'instructions que je donne pour obtenir un ensemble de résultats. En gros, je prends un exemple. Moi, j'ai un agent. Euh, j'ai un vrai problème. Pour le coup, j'ai un vrai problème. C'est que j'ai beaucoup de mails. J'en reçois plein. Mais j'en reçois une panoplie, un peu comme tout le monde. Maintenant, je pense qu'on a tous nos adresses qui sont interconnectées, on est sollicité dans tous les sens. Et donc, du coup, je me suis créé un agent qui va en fait faire le résumé de mes mails et OK. qui va m'alerter lorsque je suis sur un mail un peu urgent à traiter. Donc, mon agent, il tourne tous les matins, hein, hop, il me fait un résumé sur WhatsApp. Du coup, sur mon téléphone. Il m'envoie un petit résumé, on me dit, OK, tu as reçu 15 mails, OK, tu as reçu tant de. Alors, du coup, je l'ai entraîné à comprendre certaines choses, parce qu'il faut l'entraîner quand même. Sous les 15 mails, tu as 5 demandes de stage, tu as 2 demandes d'emploi, et puis tu as tant de mails de tant de personnes. Alors, je lui dis souvent, si je suis en attente d'un mail un peu urgent, je lui donne les mots-clés. Et donc, comme ça, il permet de me dire, bah, attention, tu as reçu un mail de telle personne, potentiellement. Et là, je sais qu'il faut que je réagisse très rapidement. Voilà, ça, c'est l'utilisation d'un agent. Mais parce que j'ai un vrai besoin. C'est-à-dire que comme je suis tout le temps en déplacement chez un client, tout le temps parti, et que je n'ai pas le temps de lire mes mails, et que souvent je perds de l'information, en fait, j'ai mis en place un agent. Et lui, vraiment, sa mission, c'est de me résumer. Voilà, les matins, t'en as 15, t'en as 30. Et puis, bah, je sais à peu près en lisant finalement le résumé de ce qu'il y a derrière, c'est que, bon, potentiellement, j'ai des demandes de stage à traiter. Mmh. Et alors là, du coup, j'ai mis un autre agent qui traite les demandes de stage.
C'est une armée, en fait. Tant qu'à faire, là. Si je sais que je suis en période où je cherche pas un stagiaire, Ouais. plutôt que d'aller répondre aux 10 demandes de stage, oui, bonjour, on va pas pouvoir vous prendre. Ah, c'est dommage pour tous les stagiaires qui nous écoutent. Mais au final, je préfère automatiser la réponse Au moins, ils en avec ont un une. agent. Ouais. Voilà, qui a identifié finalement que c'est des demandes de stage et qui derrière va pouvoir générer une réponse automatiquement. Et là, c'est un autre agent. Voilà, alors j'en ai parlé de 2 agents. En fait. C'est un ensemble d'instructions que je donne finalement par rapport à des besoins précis et qui me font gagner du temps quelque part. Le but, c'est de gagner du temps. Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis une incorrigible optimiste. Je me dis que face à l'IA, qui en fait peut faire les choses, peut te faire comprendre les choses, peut t'apporter un certain nombre de compétences condensées, avec des applications, avec des choses hyper concrètes comme ça, est-ce que ça va pas finalement à terme, et j'ai l'impression qu'on y arrive même, faire la part belle à l'humain, c'est-à-dire de ramener finalement le côté indispensable de la relation, de la transmission, des interactions humaines, quoi. Fatalement, on va arriver à ça, en fait. Hein. C'est sûr. On peut pas. Enfin, pour l'instant, on n'y est pas encore. Parce que tu vois, on découvre le truc. Ouais. On est à fond dans la trajectoire de c'est tout beau, c'est tout rose, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Mais à un moment donné, je pense que oui, on va revenir à des trucs simples, finalement, Mais l'humain. ouais. On Et je reviendra à dis ça. ça parce qu'il y a des, bon, comme vous deux et comme sans doute la majorité des gens qui nous écoutent, forcément, il y a LinkedIn, tous ces messages que je reçois qui sont générés par de l'IA, sincèrement, ça ne réveille rien chez moi. Je préfère recevoir un mail avec à la limite une faute d'orthographe, avec une phrase qui va pas être hyper bien tournée, mais avec une demande sincère et quelque chose où je sens quelqu'un, en fait, derrière, là, je vais répondre. Tous ces trucs générés par l'IA, en fait, ça me gonfle. Donc, je ne réponds pas. Et je me dis, ça, je ne dois pas être la seule à réagir comme ça. D'abord, on le reconnaît quand même, sans être hyper averti, on reconnaît quand même un message qui a été généré par de l'IA. Et je trouve que c'est pauvre, ça appauvrit le côté humain, ouais, empathie, intelligence émotionnelle, du coup, pour le coup. C'est celle-là, elle l'a pas. L'intelligence émotionnelle. Mais là, c'est rigolo ce que tu dis, parce que du coup, hier, je regardais le post d'une Instagrammeuse, qui est assez connue aussi, qui avait la même réaction, qui disait c'est dommage, finalement, on a l'impression que l'IA prend le pas. Et en fait, elle allait beaucoup plus loin. Elle dit, mais moi, ce qui me désole, parce qu'elle est créative, elle crée du contenu, elle est créatrice de contenu, donc elle fait plein de choses, c'est génial ce qu'elle fait. Et elle me dit, j'ai l'impression que maintenant, l'IA fait tout. Oui, Elle envoie des mails. Demain, moi, je vais faire une création. On va me dire c'est l'IA, oui, alors que c'est moi. oui. On va plus reconnaître la valeur de mon travail parce que derrière, en fait, on va dire OK, IA derrière. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez désolant en fait d'en arriver là, de se Oui. dire finalement la création, tout ce qui est créativité, tout ce qui est création, ça perd du sens parce qu'on se dit bon, en fait, c'est une IA derrière. Moi, je suis arrivé. Alors moi, ça m'est arrivé une fois. Je regardais, je sais plus, il y avait une tempête, un problème climatique. Et j'ai vu la vidéo, je me suis dit non, IA, c'est pas possible. En fait, c'était un vrai événement, c'était réel. Il y avait vraiment une tempête dans une commune. Et moi, je pensais que c'était une IA parce que c'était tellement catastrophique de voir, bon, attends, une maison qui part comme ça, c'est une IA. On en vient à se poser des questions sur Oui. le contenu qu'on voit. Et Mais c'est pareil pour les mails. ce qui est sain, parce que d'autres qui ne se posent pas la question, Oui. en fait, avalent toutes les informations qui sont générées par l'IA avec des trucs potentiellement catastrophiques. Et ça génère du stress, ça génère la désinformation, et ça peut aller bien au-delà sur des choses qui sont gravissimes, quoi. Exactement. Mais Malheureusement. je pense que ça passera, à un moment, alors, faut voir le timing que ça va prendre, mais Instagram a commencé à le mettre en place sur certains contenus, de préciser généré par l'IA. Et je Oui. pense qu'à mon avis, ça passera forcément, alors je suis pas là, je serai pas la décisionnaire de ça, mais je pense que comme tout, comme toute évolution, à mon avis, il y aura des règles à un moment et potentiellement le généré par l'IA devra être généralisé, et tu vois, obligatoire. Je pense et du coup, je pense que je vais dans ton sens, Valérie, où finalement la création par l'humain
sera presque le côté plus rare et le côté authentique et sera valorisé aussi. Et peut-être que le quotidien sera généré par l'IA, mais mentionné et précisé. Et Ouais. justement, on pourra avoir ce facteur. Et je pense que ce serait bien que petit à petit, ça aille par là, en tout cas sur la partie création, création quand on parlait de Ouais. création de vidéos. L'avantage, c'est que ça existe déjà, en fait. C'est Oui. déjà en place. C'est en train de se mettre en place. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande aux créateurs de contenu, c'est une fois que vous avez généré par l'IA, c'est de le préciser. Ça, c'est une obligation. Mais les algorithmes commencent à tourner aussi, commencent à détecter tout ce qui est créé par Ouais. l'IA. Il y a YouTube qui a fait une grosse opération, là, de détecter toutes les chaînes automatiques, fonctionnelles, avec un ensemble d'agents IA, de les supprimer. Donc, on y est là. Ça commence. De supprimer automatiquement, c'est parce qu'on détecte facilement quand c'est du contenu IA. Si finalement, je crois que l'algorithme, alors, personne ne maîtrise réellement l'algorithme de YouTube, mais je sais qu'ils ont supprimé des centaines et des centaines de chaînes, parce que derrière, il y avait finalement que du contenu IA à plus de 80%, bah, à ce moment-là, ok, on ferme la chaîne, quoi. Et donc, ça va arriver aussi sur Instagram, ça va arriver un peu partout. Alors après, du coup, il y a aussi les petits outils qui permettent de faire en sorte que l'IA détecte pas que c'est une IA. Enfin, on rentre dans une espèce de guerre. Non, mais on voit un peu de tout maintenant. Ouais. Mais globalement, je pense que oui, et je pense aussi que finalement, moi, on me pose souvent la question, est-ce que tu penses que ton métier va être augmenté demain? Je dis non, parce que non, enfin, je vais continuer mon métier, mais en fait, l'IA va juste être un élément pour apporter un plus et pas de devenir un mode IA. Je ne vais pas me transformer, en fait. Non. On reviendra aux choses essentielles. J'en suis convaincu qu'à un moment donné, on va atteindre une espèce de barrière. Ouais. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est enfin en mode Découverte. allons-y juste à la destruction. Ouais. Découverte comme des enfants, en fait, Découverte, qui c'est découvrent ça. je sais pas quoi, comme des mômes à qui on donne leur portable, d'un seul coup, c'est la folie parce qu'il y a plus que ça qui existe. Mais à un moment donné, c'est de s'intéresser un peu à autre chose et de se dire: «Bah, eh, dis donc, il y a la vraie vie, il fait froid, il fait chaud, il y a des gens». Mmh. C'est, J'ai un autre exemple que j'ai trouvé super intéressant, excuse-moi Valérie, oui, par rapport à l'IA. Moi, j'ai mon fils qui est en seconde actuellement, donc qui avait un cours de mathématiques, et donc il me dit enfin, il vient me voir pour que je l'aide à un truc, et il me dit faut que tu m'aides parce qu'en fait, tous mes copains, ils ont utilisé l'IA et le prof l'a vu. Je dis ah bon? Apparemment, le prof l'a vu. Donc, j'ai pris l'exercice, je l'ai mis. Du coup, j'étais curieux de savoir comment il a pu détecter. J'ai mis l'exercice dans une IA et j'ai vu le résultat. Et effectivement, le raisonnement, c'est très prédictif plutôt que calculé par un humain. Ça se voit, on n'y est pas encore. Enfin, après, ils n'ont pas pris l'IA spécialisée en mathématiques, parce que ça aussi, ça existe. Mais bon, les gamins, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main, oui. le fameux ChatGPT. Et donc, du coup, le résultat, on va très bien. Et donc, je vois mon fils qui me dit, je ne vais pas utiliser l'IA, finalement, explique-moi. Et là, je trouve ça intéressant. Ah oui, Que même là, on commence à revenir, finalement, à ces choses simples. Parce qu'il ouais. me dit, même l'IA, je ne comprends pas. Il m'a dit, j'ai mis un truc, je n'ai pas compris la réponse. Je dis, bah, si tu ne comprends pas, viens voir ton père. Je ne comprends Ouais. pas encore. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et Et ça, c'est déjà, chouette. bravo à la prof aussi Ouais, d'avoir dit, ben non, ça marche pas comme ça. ouais. Pour revenir sur le sujet de base des outils concrets que tu peux aussi amener à tes clients, est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples concrets de situations où l'IA a clairement fait la différence? Alors moi, j'essaie de faire j'ai une chaîne YouTube que j'ai lancée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai Où là, vu. effectivement, ce que je fais, alors c'est Oser l'IA, où là, effectivement, je mets des situations de la vie de tous les jours pour montrer à peu près ce qu'on peut faire de l'IA. Tu vois, il y a une situation très concrète là, c'était sur comment traiter des fichiers de prospection. Ok. Donc c'est une des vidéos que je fais, hein, euh, et je le montre en live parce que je le fais avec une de mes collègues. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a plein d'outils pour aller scraper finalement de l'information, de la donnée. Donc, on a plein de fichiers sur des formats différents. Par contre, quand il faut le rentrer dans le CRM, il faut qu'il ait un formalisme donné. Alors, Ouais. les fichiers, ça représente 1500 lignes, 10 000 lignes, enfin, en fonction du nombre de personnes qu'on a pu récupérer. Donc, ça fait des lignes à traiter, à retraiter pour que ça soit tout mis ensemble. Et donc, une des utilisations qu'on a pu faire, c'est on prend les fichiers, on les met dans une IA et on lui dit, OK, maintenant, ce que je veux, tu en as 3 fichiers, je veux que tu me sortes tel fichier. Et ce que je veux derrière, c'est que les fichiers soient normés comme ça avec telle sortie. Je le passe l'élément. Et derrière, en fait, j'ai mis en place une routine qui permet de faire ça. Donc, j'ai plus besoin de passer mon temps à manipuler des fichiers. Finalement, je lui donne les 3 fichiers. Il connaît, parce qu'il a l'instruction derrière de ce que moi j'attends. Peu importe comment les fichiers sont formatés,
Il sait détecter finalement l'information et derrière, il sait me sortir un fichier que j'ai plus qu'à intégrer dans mon CRM. Et si je veux aller beaucoup plus loin, j'ai plus qu'à connecter mon CRM à mon IA et c'est lui qui le dépose automatiquement dans le CRM. Je n'ai même pas à prendre le fichier à le déposer. Ce qui veut Là, dire que par contre, tous tes prospects sont visibles. ça veut dire que mes prospects sont visibles. Ouais. En connaissance de cause. Ouais. Et alors, question RGPD, ça donne quoi? Alors là, c'est un vrai sujet. La question RGPD, c'est un vrai sujet. Alors, il faut bien préciser ce que c'est derrière le RGPD. Ouais. RGPD, il dit, vous avez de l'information et la personne, mon prospect potentiellement, s'il me dit quelles sont les informations que vous avez de moi, parce que c'est ça, il faut que je sois en capacité de justifier les informations que je manipule de mon prospect, en gros, si j'ai pris et comment j'ai traité et quel type d'informations j'ai pu traiter, mais je suis obligé de lui dire. Dans l'obligation, j'ai l'obligation de lui dire, si demain mon prospect vient me voir, il me dit, OK, comment vous avez pour collecter ma donnée? Déjà, je connais la source, je vais dire la source, et comment j'ai fait pour traiter la donnée? Je l'ai traitée, et effectivement, je l'ai mis dans tel outil. Il faut qu'il le sache, ça. C'est une obligation, je ne peux pas le cacher. Ouais. Voilà. Donc, si j'ai un LLM privé d'une entreprise dans laquelle j'ai effectivement manipulé les données d'un client, il faut que je lui dise. Il faut qu'il le sache, que ces données ont été potentiellement transmises chez Anthropic si j'ai travaillé sur Claude, ou ChatGPT si j'ai travaillé avec ChatGPT. Ouais, d'accord. Ça, il faut absolument, en question éthique, il ne faut surtout pas cacher cette information. C'est une obligation. Ouais. Et ça paraît effectivement, tu te dis que, il doit y avoir, je sais pas, 1 sur 10 qui font l'information. Du coup, ça, c'est des informations que tu peux mettre dans tes conditions générales. Oui. En fait, et je pense qu'à mon avis, c'est des choses qui sont rarement mises, mais c'est dans le traitement RGPD de toutes les données, de rajouter en fait un encadré pour dire qu'effectivement, les données seront peut-être traitées dans tel ou tel truc. Non, Exactement. En fait. Et c'est pour ça que maintenant, on le voit aussi beaucoup, les entreprises se dotent eux-mêmes de leur propre outil IA. Donc, ils ont leur propre LLM. Ouais. Du coup, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, les LLM open source. Ils les intègrent chez eux. Comme ça, du coup, typiquement pour ce type d'opération, pour ce type d'opération, il y a tout intérêt à travailler sur un LLM open source intégré au sein de l'entreprise où on a la maîtrise. Et du coup, on peut expliquer au client, OK, on vous garantit finalement que vos données, elles n'ont pas été exploitées par un exploitant privé. Et là, c'est effectivement un vrai sujet. Complètement. Est-ce que, par exemple, si la demande n'est pas claire, tu arrives en fait à tirer l'utilisation potentielle de l'IA par rapport à un projet qui peut être, je vais te donner un exemple. Un exemple assez concret, qui peut-être ne te surprendra pas. Bon, imaginons un organisme de formation certifié Calliope. Ah, je vois déjà la question venir. Process un peu lourdingue et de se dire qu'est-ce qu'on fait. Voilà, tu as typiquement un organisme de formation qui vient te voir en te disant c'est lourdingue, les process, est-ce que l'IA peut m'aider à alléger les process Calliope? Ah oui, complètement. Mais encore heureux. Heureusement que moi, je suis Calliope, donc je m'en sers. Ah oui. Oui. Alors, l'IA peut aider, mais grandement déjà, pour plusieurs choses. Déjà, premièrement, déjà classer les documents. Classer automatiquement les documents. Ça, c'est une utilisation de l'IA. Ah ben oui. J'ai juste un répertoire. En fonction de la catégorie de document, c'est une convocation, c'est une attestation. Je vais juste lui poser les éléments derrière et je lui dis, j'ai une routine, le fameux agent. Je vais lui dire à chaque fois que tu as un document, mais en fait, tu les classes dans tel répertoire. OK, le répertoire. En plus, si c'est attestation 2026, pardon, on va quand même en 2026. Je parle de 2012. Attestation 2026, mais tu me le classes dans le dossier 2026 des attestations. Parce que comme j'ai mon audit dans 18 mois, là, il va falloir que j'arrive à justifier. Donc, rien que ça, plutôt que moi, je passe mon temps à prendre les documents et à dire, OK, il faut que je le classe dans le bon élément, je mets tout dans un seul répertoire et lui, il se débrouille pour répartir là où il faut et comme il faut. Okay, et après, je peux aller plus loin. Je peux lui dire, OK, maintenant, ce que tu vas faire, en plus, c'est que une fois que tu as fait ça, je veux que tous les mois,
tu me fasses un résumé, finalement, du nombre d'attestations que tu as pu stocker sur 2026, quelque part, parce qu'on en a besoin. Potentiellement, que tu regardes dans l'attestation et que tu regardes les notes, hein, s'il y a des notes qui sont intégrées, que tu me sortes globalement, ben, la note, c'est plutôt la satisfaction de la personne formée, hein, c'est ça dont on parle, le niveau de satisfaction, et derrière, tu me fasses une moyenne globale sur toutes les notes obtenues, le taux de satisfaction obtenu sur mes formations sur le mois de janvier, par exemple, 2026. Et Tu c'est peux lui tout. demander aussi de dire, bon là, par exemple, pour tel client, il me manque tel et tel document. Oui, Il va te le dire. oui, oui. Potentiellement, il peut te dire, alors là, pour le coup, c'est à toi de travailler le prompt au départ, hein. C'est Oui. à toi de bien identifier, de dire, OK, ben en fait, alors là, on rentre maintenant dans la création de l'outil, hein. On va un peu plus loin. Autant je suis sur la forme assez basique de dire, OK, j'ai des documents que je pose dans un répertoire, ton objectif, c'est de les classer, c'est une première étape. Ensuite, je passe à l'étape 2, je dis, OK, tu les classes, mais je veux que tu les lises aussi. OK, Oui. tu lis le document et que derrière, tu me fasses un résumé que tu peux m'envoyer par mail ou que tu me le donnes. Ça, c'est aussi une autre étape. Et après, effectivement, je peux aller encore plus loin. Et là, je suis en train de fabriquer mon outil. Là, on est en train de fabriquer notre propre outil. Là. C'est de dire, finalement, je veux un outil qui me dit, pour chaque client, finalement, tu vas récupérer tous les documents rattachés à mon client. Tu vas récupérer la note qu'il m'a donnée. Tu vas récupérer le nombre de fois où je l'ai formé. Enfin, tu peux faire un tableau de bord, finalement, qui te permet d'avoir une lisibilité assez simple sur ta formation. J'ai fait une vidéo, la toute dernière que j'ai faite sur mon compte YouTube, c'est créer une application de gestion de tâches. C'est le truc tout basique, là, tout doux, quoi. C'est je vais faire, pas faire et tout. Je le fais en impromptu. C'est une dinguerie. Enfin, permettez-moi l'expression. Je trouve ça énorme. Je mets impromptu et j'arrive à obtenir une application qui fonctionne. Et je fais la démo, je fabrique, je crée une tâche. Imaginons demain de pouvoir dire, alors, il faut bien le penser, hein, faut pas, parce que l'erreur aussi, c'est si je ne pense pas bien les choses, il va inventer les trucs. Son rôle, c'est quand même de prédire. Donc, il peut inventer. Donc, pour qu'il n'invente pas, c'est pour ça que la première des formations qu'il faut faire, c'est le prompt, c'est finalement lui dire, OK, je veux une petite appli ou un petit outil qui me permet de dire, OK, je détecte tel client, les données que tu as classées dans tel endroit, que tu puisses me les remonter, savoir qu'effectivement, j'ai fourni l'ensemble des convocations pour mon client, ou si je n'ai pas fourni de convocation, petite alerte. Ouais. Tu m'envoies un mail. Ou tu mets une alerte sous le tableau de bord en me disant, OK, potentiellement, il manque la convocation, il manque l'attestation, il manque la facture, enfin, ce qu'on veut. Et ça, je peux lui dire, en fait. Mais ça vient progressivement. Mais là, encore une fois de plus, hein, avant de lancer une machine aussi précise, ce que je dis souvent à mes clients, c'est fait d'abord les choses les plus simples. Je pense que, tu vois, si je suis parti du simple au plus complexe, là, classer déjà le document, c'est déjà une bonne chose. Ouais. OK? Ça me fait gagner du temps. Après, lire le document, me faire une petite fiche résumée, c'est une très bonne chose. Peut-être que je vais juste m'arrêter à ça, en fait. C'est ça, en fait. Potentiellement, je pourrais juste m'arrêter à ça, ou au premier au classé. Et après, si vraiment j'ai besoin d'aller plus loin, OK, ben, je vais me faire un petit outil qui permet derrière de collecter de la donnée, me faire un joli tableau de bord et tout. Mais là, ça veut dire, et c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est que derrière, je vais créer plein d'automatisations différentes que je devrais maintenir. Et c'est en ça où je dis, n'allez pas faire tout le final. Commencez par plus petit, OK? Et peut-être que progressivement, vous aurez besoin. Ouais. Donc, gros, si je réponds à la question organisme de formation, comme je suis moi organisme de formation, de quoi j'ai réellement besoin? Peut-être que j'ai juste besoin de classer les documents, le reste, je vais le faire moi-même. Je sais encore le faire. Ou peut-être qu'il faut que j'avance progressivement. Voilà. Il faut vraiment jauger son besoin et c'est là, enfin, c'est là où j'ai trouvé que tu avais trouvé le bon titre, partir du besoin, pas de l'outil. On y est, très clairement. Ouais. Il faut jauger finalement ce qu'on veut faire avant de dire, souvent l'erreur, et ça, si j'étais un organisme de formation, enfin, qui va vraiment dire, moi je vais faire, j'ai Calliope dans 18 mois là, t'as pas un outil clé en main là, qui permet de tout faire? Et là, c'est l'erreur. Parce qu'en fait, on a mal exprimé le besoin, on ne sait pas ce qu'il veut collecter, on ne sait pas, du toi, tu es Calliope, tu sais ce que c'est Calliope. Et je le vois en plus, c'est rigolo, les fameuses pubs qu'on reçoit quasiment tous là,
Oui, automatiser votre process et tout. Je dis, OK, super. Tu automatises comment? Tu connais pas comment je fonctionne. Oui, c'est ça. C'est super. Et les gens, ils s'engouffrent là-dedans et ils croient qu'en fait, il y a une solution clé en main. Elle n'existe pas, la solution clé en main. Mm. Il faut la construire. Et Mm. c'est tout l'avantage de l'IA, c'est qu'en fait, la force de l'IA, c'est que ça nous permet de construire progressivement nos solutions en fonction de nos besoins. Ouais. Ouais. Et peut-être même d'aller plus loin, parce que libérer de certains nombres de contraintes, ça nous laisse aussi du temps pour aller creuser et d'aller encore plus loin, peut-être même dans ce qu'on peut apporter à nos clients, dans nos exercices respectifs, quoi. C'est de se dire, bon, ben là, du coup, ça, j'ai pas besoin de m'en occuper. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Exactement. Donc, la différence, ce qu'on peut lire parfois, que la différence entre les professionnels qui utilisent l'IA et ceux qui l'utilisent pas, c'est aussi ça. Se dire qu'on peut aller plus loin et dans le service et dans les contenus, c'est plus riche, quoi. Oui. Et puis se mettre son temps sur sa réelle valeur ajoutée. Oui. Ouais. C'est Complètement. ce que permet l'IA. Ouais. Alors la dernière fois, je vous donne encore un autre exemple. Hein, c'est ça j'adore l'IA pour ça en fait. Et j'en ai parlé autour de moi, les gens m'ont dit comment tu as pu faire ça, mais un truc tout simple, mais tout simple. En ce moment, je suis dans un groupe de travail, donc je reçois plein de mails d'informations que je dois stocker. Donc chaque personne m'envoie un contenu dédié pour cette personne-là, mais il m'envoie par mail. Okay, j'ai pas l'IA, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai pas le temps de traiter mes mails, vous l'avez compris. J'ai pas l'IA, ce que je fais le soir, je dis, Pierre, il m'a envoyé le mail, je fais le fameux fichier Excel, Pierre, OK, adresse, plus son contenu. Alors, Jean, pareil. Alors, j'ai fait un truc, j'ai juste connecté mon adresse Gmail à mon IA, je lui ai fourni la liste des personnes, je lui ai dit, normalement, ces mails, je les ai reçus entre le 1er et le 10. Tu vas scanner mes mails, et ce que j'attends, c'est que tu me fasses un tableau Excel où il y a le nom, l'adresse et le contenu de la personne. En moins de 5 minutes, j'avais le résultat. Et là, le gain de temps, il est énorme. Ouais. Ah bah oui. Il est énorme. C'est J'ai pas un gagné temps. ma soirée. Ouais. Bah oui. Et du coup, je suis allé lire une BD. Ah, Là, c'est pas un temps, effectivement, qui est constructif ni pour toi ni pour ton client. Mais on est d'accord. mm. On est Non, entièrement d'accord. mais c'est comme, alors moi, à une toute autre échelle, mais je trouve que, en fait, je me disais, ah tiens, moi, je suis une bébé IA, j'utilise vraiment. Mais en fait, comme tu disais, ce qui est hyper intéressant, c'est de dire, il faut commencer par quelque chose. Et en fait, typiquement, moi, là, je vois que maintenant, ça va faire combien de temps une bonne année, presque 2 ans, je dirais, maintenant que que j'utilise vraiment l'IA au quotidien, 1 an et demi. Et du coup, maintenant, je sais exactement prompter, par exemple, pour faire, pas mes devis, mais la première proposition, on va dire, un peu commerciale par mail quand quelqu'un vient vers moi. Et donc, du coup, maintenant, comme je sais le prompter, puisque je sais mon besoin, que mon offre elle est structurée, que je connais un peu mes tarifs, choses comme ça. Mais en fait, quelque chose où avant je devais me poser et prendre du temps et que ça me prenait presque 1 heure pour faire un email bien construit, nanana. Maintenant, mon IA, là, j'ai une conversation avec lui où je fais toutes à chaque fois les mêmes présentations d'emails où en fait il a l'habitude. Et en fait, je vois que maintenant, j'ai mis, je crois, entre le moment où j'ai commencé et la fin, j'ai mis 10 minutes à faire une proposition. Oui. Et du coup, en fait, finalement, des fois, on se dit attention, mais non, moi, j'utilise pas l'IA, c'est pas du tout. Bah, en fait, si, ça me fait gagner. Je passais 1 heure, maintenant, je passe 10 minutes. Et en fait, mon temps, il est pas. Vaut mieux que je le mette autre part. Et du coup, je trouve que c'est hyper bien de ta phrase. Et je vois le temps passer. C'est pour ça qu'en tout cas, je retiendrai une de ces phrases de dire commencez par qu'est-ce qui peut vous soulager le plus rapidement en étant une petite tâche. Et en fait, rien que ça montre à quel point on peut réfléchir et comprendre l'IA et après passer à d'autres étapes. Exactement. Donc, je trouve que c'était très C'est intéressant. exactement ce que j'essaie de faire, de sensibiliser les gens autour de la bonne utilisation de l'IA. Chez YouTube, c'est vraiment pour sensibiliser. J'ai un podcast 365 IA où je parle des différentes IA qui existent sur le marché tous les mercredis. Là, c'est pareil, c'est juste expliquer, voilà ce qu'on peut faire. Et après, et là, ce qui est très intéressant, Lisa, sur ton utilisation, c'est que ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, au début, tu as compris que ça peut te faire gagner du temps. Maintenant, tu gagnes 1 heure, tu es passé à 10 minutes.
Si tu veux un jour aller plus loin, parce que maintenant, tu as compris que ça marche bien, tu peux mettre un agent. Ouais. L'agent, c'est à ce moment-là qu'on le met. On ne le met pas avant. Ouais. Ça sert à rien de le mettre avant. C'est une fois que tu as compris la mécanique et en plus, tu as entraîné ton IA à bien fonctionner, que maintenant, tu dis, OK, peut-être que la proposition commerciale, je le ferai par un agent, que je ne ferai plus qu'à relire le document. Je me ferai un petit formulaire, je rentre 2-3 informations, et puis, Ça bouge. ou sinon, je l'interconnecte avec mon CRM. Et une fois qu'il est passé à l'état à traiter, ou l'étape que tu veux dans ton CRM, que tu auras défini, la force des CRM, c'est qu'ils intègrent aussi l'IA maintenant. En fonction du tab que tu vas lui passer, en fait, il va te générer ta proposition. Tu n'auras rien à faire. Tu vois. Et là, tu gagnes du temps. Ça a du sens. Mais tu l'as entraîné. Oui, et puis du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu dis, en fait, j'avais mon besoin d'aller vite, d'aller plus vite et de mettre l'IA là-dessus. Maintenant que je l'ai compris, et donc je suis rentrée par le besoin, et pas en me disant, ah bah tiens, qu'est-ce que je pourrais inventer comme outil qui finalement serait juste une machine, mais qui ne me servirait pas dans mon quotidien. Et donc, top, en tout cas, merci, je te ferai un petit message si jamais je vais plus loin. Mais je retiens aussi le podcast et la chaîne YouTube, on mettra ça en commentaire. Ouais. Okay. Absolument. Et l'idée, c'est, alors, si par exemple aujourd'hui, 3 questions que devraient se poser les entrepreneurs, ceux qui utilisent un petit peu l'IA, mais pas trop, si tu devais résumer les 3 questions essentielles que ces personnes doivent se poser avant de démarrer ou avant de questionner l'IA, ce serait quoi? Alors, les 3 questions, je dirais, est-ce qu'il faut absolument utiliser l'IA dans mon processus? Ça, c'est la première question qu'il faudrait se poser. Qu'est-ce que je souhaite faire avec l'IA? Est-ce qu'il faut que je l'utilise? Qu'est-ce que je souhaite faire? Et est-ce que j'ai le temps de me former? Ouais. Ouais. Se former, c'est aussi la base. Parce que utiliser sans se former, ça sert à rien. L'erreur que les gens font, et là, c'est la plus grosse hérésie que j'ai vue, en fait, c'est arrivé très vite dans les agences d'intérim ou dans les agences immobilières. Ils se sont tous dotés d'un outil IA spécialisé pour, je sais pas, peut-être créer les offres d'emploi ou d'un côté faire les annonces. C'est très bien pour rédiger les trucs, mais est-ce que les agents sont formés? Et c'était, toi, j'ai rencontré des gens d'entreprises qui m'ont dit, mais en fait, on a ça, mais on sait pas. Ça nous sort des trucs super chouettes, mais est-ce que vous êtes suffisamment formés pour utiliser cet outil, en fait, quelque part? Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, est-ce que je vais prendre le temps de me former? Déjà, ça, c'est la première chose, je pense. Il faut vraiment se poser. Est-ce que j'ai absolument besoin? Parfois, on n'a pas forcément besoin. Et quand je dis absolument besoin, c'est que souvent, on va mettre des trucs un peu fantaisie. Parce qu'on a envie de faire de l'IA, hein, c'est un peu de la fantaisie, la fameuse baguette magique. On est super content, hein, on se dit, OK, ben, j'ai fait mon IA. Et donc, c'est là où je dis, qu'est-ce que je souhaite faire avec mon IA? Tu vois, c'est vraiment ces 3 questions. Vraiment pour se poser. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri, c'était super dense. C'est déjà fini? Bah, oui. Non, mais c'est trop court, là. Bah, tu vas revenir la semaine prochaine, qu'est-ce que je te dise? Ah, ben. Allez. Non, mais oui, je pense que ça mérite un épisode 2, voire un épisode 3 pour aller. Ah, ben ouais, de faire régulièrement. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est peut-être la base pour tout le monde et pour les entrepreneurs aussi. 1, se former. 2, s'informer de toutes les conséquences aussi de l'IA et d'une mauvaise utilisation de l'IA. Donc, d'avoir finalement cette recherche-là individuelle de responsabilité par rapport à ses clients, par rapport à ses collègues ou par rapport à son entreprise. Et puis, par contre, que ça peut être un formidable outil pour s'aider, que ça ne sera jamais ce qui fera le travail à notre place, mais par contre, ça peut être une formidable aide et un gain de temps quand c'est bien maîtrisé. Je pense que c'est en tout cas ce que moi j'ai retenu de tout ça. Ouais. Et déjà, ne serait-ce que pour ça, j'en suis ravie. Ce sera à faire, je referai, je reviendrai. Non, pareil. Moi, vraiment, c'était hyper intéressant. Je retiendrai les RGPD, le point qu'on a fait sur les RGPD, qui est finalement très peu évoqué. Sur le côté, attention à mentionner comment on traite les infos, même nous, en tant qu'entrepreneurs, solopreneurs ou de TPE, enfin PME, de dire si on traite les données avec de l'IA, que ce soit mentionné quelque part, parce que ça nous protège, ça protège aussi notre client. Voilà. Donc ça, je pense que c'était vraiment à retenir là-dessus. Et ton angle, qui était lié au titre du live, qui est ton angle de dire vraiment le besoin avant l'outil.
et Ouais. de vraiment le raisonner comme ça plus, parce que je pense qu'on pense tout de suite à l'outil IA, à plein de choses, à la baguette magique, mais en fait, quel va être notre réel besoin pour ça? Et le côté progressif, on commence par une étape, et puis une Exactement. deuxième, et puis une troisième. On avance sans vouloir tout mettre dedans et C'est ça, créer n'importe quoi. exactement. Génial. En tout cas, un grand, grand merci, Dimitri, pour ta Merci pour l'invitation. disponibilité et puis pour toutes ces questions très éclairantes qu'on a pu avoir. Donc, on se dit à très vite de toute façon pour À nos très vite. nouvelles aventures, Dimitri, avec Yanola. Et Aurélien, que l'on salue là d'ailleurs. Pour Objectif Croissant, c'est un nouveau projet que vous allez voir dont vous allez entendre parler, pareil, dans la France Exactement. entière. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, Lisa. Donc, c'est toi qui animeras, parce que je serai absente lundi prochain, mais c'est toi qui animeras le prochain rendez-vous. Oui, exactement, sur une thématique, savoir dire non. Attention. Vaste sujet et essentiel. Essentiel qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. C'est un truc qu'il faut qu'on apprenne, c'est le moment des bonnes résolutions. Celle-là, elle serait pas mal. Commencer à apprendre à dire non. Exactement. Donc on va parler de ça. Merci Dimitri. Génial. Merci Merci. Dimitri, merci à tous et une très bonne fin de semaine. Enfin, une très bonne semaine, on est là. Très bonne fin de journée déjà. À bientôt. Au revoir.